Voici le style de phrase que j'entends. Mon fils ne vient plus manger à la maison, il refuse de m'adresser la parole, et quand je lui demande des explications, il dit, écoutez bien, je ne veux plus voir ta gueule. Des propos d'adolescents et de préadolescents très violents contre les parents. Bien sûr, les parents sont désemparés et très en difficulté pour trouver une réponse comportementale adaptée à cela. Comment le comprendre? Manifestement, cette génération-là, pré-ado et ado de cette pandémie, c'est une génération qui, elle aussi, présente des troubles liés à cette angoisse mondiale. L'événement a une dimension inouïe. C'est un événement à l'échelle universelle, avec une simultanéité dans le temps. Tout le monde sur la planète Terre est touché par cet événement. Comment expliquer chez ces préadolescents et ces adolescents cette attitude-là? Manifestement, ils se révoltent et ils se révoltent contre l'objet qui est devant eux, qui est l'objet parental. Ce serait un autre parent, ça serait pareil. Pourquoi les enfants ne respectent-ils plus les règles de vie commune à la maison? Tout simplement, ils bousculent les règles parce que ces règles ne fonctionnent plus. À quoi servent les règlements, les lois, ces formules qui régulent notre vie familiale? C'est fait pour nous protéger. C'est parce qu'il y a des lois que nous respectons que nous sommes tous protégés par l'acceptation de ces lois. Manifestement, aujourd'hui, il y a une démonstration universelle que ces lois n'ont pas fonctionné, puisque donc, malgré le respect des règles, la planète entière est exposée à un vrai péril, qui est cette pandémie et cette énumération des malades et des morts et de la contamination. Les parents, qui sont les transmetteurs de ces règles, ce sont les parents qui enseignent les règlements aux enfants et qui les apprennent à respecter ces règlements pour la vie commune. Eh bien, ça ne fonctionne plus. Qui plus est, il y a un épisode dont on mesurera probablement que dans les mois ou les années qui viennent, qui vont peser très lourd sur eux, ça a été la longue éviction scolaire des enfants. En arrêtant l'école, bien sûr on a arrêté la pandémie, je ne remets pas du tout en cause cette mesure-là, mais quelque part on a désocialisé les enfants en les retirant de l'inscription scolaire. On a désocialisé les enfants, ils ont été confinés chez eux, avec des parents qui eux-mêmes étaient désemparés, donc le huis clos familial a été plein de tensions, très difficiles à vivre. Et finalement, l'adolescent qui avait par exemple le monde virtuel, des tablettes et des jeux vidéo pour s'évader, il s'est évadé. Mais dans ces cas-là, il n'est pas du tout d'accord pour revenir dans ce monde-ci qui n'a pas évolué. On va même dire qu'avec la deuxième vague de cette pandémie, l'adolescent peut avoir l'idée que la situation est très grave. Qui plus est, qu'est-ce qu'on lui annonce dans la réalité? On lui annonce dans la réalité qu'il va hériter demain à l'âge adulte d'une situation socio-économique désastreuse qu'il accueillera au sortir de sa formation. Donc l'univers est empli de promesses négatives pour cet adolescent. Et aujourd'hui, est-ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, dans les médias ou dans le discours général, est-ce qu'on peut trouver des éléments qui apaisent ces adolescents, qui les rassurent? Eh bien non. Non, il n'y en a pas. Ou il y en a très très peu. On peut imaginer que la majorité des parents font très bien face à cette situation. Mais il y a quand même des situations où les parents sont désemparés. Quelles sont les situations où les parents sont désemparés? D'abord, vous avez des familles qui ont explosé à cause de cette pandémie et du confinement. Et donc, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, etc. Les familles monoparentales sont très en difficulté. Les mères qui m'ont rapporté leurs difficultés sont le plus souvent soit des mères seules, soit en tous les cas des mères face à une configuration familiale où le père a démissionné de son rôle et la mère est seule à gérer l'enfant. Ces incivilités qui pour le moment restent confinées à des incivilités intrafamiliales, mais qui demain seront des incivilités de la rue, de la vie du dehors. On voit la difficulté qu'ont ces parents à aider les enfants à envisager un monde de demain qui sera un monde de bien, un monde de bonheur,
et un monde de sécurité. On peut avoir l'inquiétude que cette violence qui pour le moment reste contenue dans les foyers soit se généralise et soit demain dans la rue. J'entends beaucoup de propos très très pessimistes qui annoncent des émeutes, des révolutions. On va dire quand même que globalement, l'ensemble de la population a montré globalement qu'elle acceptait les mesures de contraintes auxquelles elles ont été soumises, parce que je pense déjà qu'elles ont été assez bien expliquées. On aurait pu expliquer plus, on aurait pu aménager mieux ces contraintes, mais globalement, elles ont été acceptées. Je vais vous donner l'idée d'un geste de violence tel qu'il m'a été rapporté par un membre du corps enseignant que je vois, qui raconte qu'elle est en train de faire l'enseignement dans sa classe d'anglais, et dans le couloir passe un élève qui donne un violent coup de poing contre la baie vitrée, qui va la briser et projeter des morceaux de verre sur toute l'école. Quand l'élève a été convoqué ensuite et qu'on lui a demandé d'expliquer son geste, l'élève a dit « je n'ai pas compris ». Et donc, quelque part, ces gestes de violence ont peut-être déjà un sens simple qui est « je ne cherche pas à tout détruire, mais je cherche de provoquer l'événement qui amènera à ce qu'il y ait encore plus de règles et de sécurité pour nous contenir et nous protéger. » Ce n'est pas forcément une volonté négative d'anéantir les choses de ce monde. Il s'agit peut-être d'interpeller les adultes pour qu'ils soient plus judicieux, plus précis, plus inventifs dans les nouvelles mesures à mettre en place pour les protéger. C'est vraiment un moment où plus que jamais il faut parler, il faut communiquer. Et plus l'adulte aura les mots pour communiquer, le stress général, le stress au sens anxiété globale dans lequel notre monde social est pris, plus l'enfant aura les capacités d'imaginer comment on peut, et lui aussi, avoir des innovations, des inventions, des initiatives pour répondre à cela et le développer avec l'adulte. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il va falloir jouer un peu avec tout ça et savoir désamorcer ces violences-là avant qu'elles se généralisent. Pour moi, les adolescents, dans leur comportement, ne cessent pas d'interpeller l'adulte. Le pire, c'est l'adolescent qui ne bouge pas, qui ne dit rien, qui est dans sa tablette, qui n'interagit plus. Et quelque part, ce qui est nécessaire, c'est d'aider les adolescents à comprendre la violence qui les anime, surtout ne pas les culpabiliser en disant qu'ils sont des mauvaises personnes à éprouver ça. Mais l'adolescent, quand il a un comportement de rupture, de violence, d'agressivité, d'hostilité, c'est d'abord parce qu'il a besoin d'être rassuré et donc réinjecter de l'autorité, mais de l'autorité bienveillante, pas de l'autorité aveugle. Ça veut dire, je vais t'expliquer, voilà comment il faut dire à l'enfant, je vais t'expliquer. Et deuxième point, voilà comment nous définissons les règles du vivre ensemble aujourd'hui. Voilà. Il est évident qu'il ne faut jamais accepter qu'un enfant puisse insulter ses parents ou frapper ses parents. Parce que lui-même, ensuite, sera démoli psychiquement à l'idée qu'il a transgressé une règle. Il faut que les parents aident les enfants à respecter les règles et à comprendre que la transgression, c'est très anxiogène. Il ne faut pas croire que parce qu'on a cassé un objet, on est soulagé. Quand on a cassé un objet, on est encore plus angoissé d'être dans un monde où on a commis cet acte en plus. Voilà. Et je vous ai cité donc cette anecdote où dans un lycée, un élève de terminale avait cassé une baie vitrée dans un collège, et j'avais été assez heureux d'entendre la réaction de son professeur, de sa professeure, qui avait été capable de l'aider à comprendre ça. Et quelque part, la professeure avait animé qu'il y eut dans la classe une discussion entre élèves, et c'est la discussion entre élèves qui a fait émerger les explications possibles de cette transgression de celui qui avait tapé. Et l'élève a été, je pense aussi, très soulagé de saisir comment les autres l'aidaient à comprendre son événement. Voilà. D'où l'importance du tissu scolaire, d'où l'importance aussi des cadres pédagogiques et du corps pédagogique de chaque école, qui sont très très impliqués dans l'accompagnement des enfants à gérer la pandémie et ce qu'elle produit dans notre monde aujourd'hui. Autre facteur qui a été très générateur de violence, malheureusement, c'est l'interdiction de la pratique des sports. Je reçois une autre personne qui élève son fils et qui me dit « mais c'est très difficile, il ne peut plus faire le judo. Or, le judo,
c'était ce qui le canalisait. Et très souvent, les enfants trouvent dans des pratiques sportives qu'ils ont choisies la valorisation, le regard valorisant de l'adulte, encourageant de l'adulte qui va l'aider. Et d'où l'idée que oui, il faut limiter l'épidémie par les gestes barrières, mais il faut vraiment parfois accepter certaines, comment dirais-je, assouplissements des règles barrières pour que justement cette violence-là ne s'accumule pas. Voilà. Et l'activité sportive pour les jeunes est quelque chose qui est très important, très stabilisateur. Pour moi, c'est un besoin primordial. Voilà. Au même titre que l'alimentation, par exemple. Et donc, si jamais des mesures de confinement devaient se refaire, c'est clair qu'il faut tout faire pour que les pratiques sportives puissent se maintenir. Bien évidemment, tout ce que je dis là, c'est très conjoncturel. Beaucoup de choses vont venir, à commencer par les vaccins, qui vont nous permettre un peu de nous désengager de tout ça. Mais probablement qu'à aucun moment dans la vie précédente d'un enfant, j'allais dire ordinaire, pas d'un enfant qui a été exposé à des choses graves, mais d'un enfant ordinaire de nos sociétés, c'est la première fois qu'ils sont exposés à une situation aussi stressante que celle qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire que, le monde est décrit comme hostile, et le monde de demain reste avec des perspectives hostiles. Les parents sont désemparés, parce qu'aussi il manque quelque chose. Nous avons perdu la mémoire des événements identiques qui ont pu traverser nos sociétés. Nos sociétés sont perturbées comme ont pu l'être celles de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents quand il y a eu la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu le krach boursier de 1929 et ses conséquences économiques. On voit bien que le monde les a traversées, ces épreuves, qu'il s'est reconstruit. Et même je fais partie des gens optimistes qui disent que le monde s'est toujours reconstruit meilleur que ce qu'il était précédemment. Mais là, nous n'avons pas les éléments de langage, les éléments de discours qui nous permettent de dire aux enfants, le monde de demain, vous le fabriquerez meilleur que le monde que nous avons aujourd'hui. Et c'est probablement ce discours-là qui manque en ce moment. Écoutez, prendre du temps. Alors, c'est très difficile d'écouter, parce qu'on va écouter un enfant énoncer des formules anxiogènes dans un monde qui n'arrête pas de vous en délivrer, les télés, les radios qui n'arrêtent pas de vous en délivrer, les médias où vous avez tout ce qu'on a entendu, des désaccords des scientifiques, des désaccords des politiques. Il y a une vraie confusion mondiale sur ce sujet. Mais il faut que l'adulte, une fois revenu à la maison, ait la capacité d'entendre maintenant les formulations par lesquelles l'enfant va livrer son anxiété. Donc, beaucoup d'écoute à laquelle va répondre le dialogue. Donc, 2 mots avec les enfants, écoute et dialogue, écoute et dialogue. Et, alors bien évidemment, les temps privilégiés, les temps des repas. Voilà. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants qui ont été scolarisés, comment ça se passe à l'école? Et aider l'enfant à sentir que de la place où il est, qu'il soit au collège, qu'il soit au lycée, il est déjà acteur de quelque chose dans les solutions que nous essayons de mettre en place dans ce monde pour faire face à la pandémie. Écoutez, dialoguer. Voilà. Dans les éléments de l'actualité qui perturbent aussi les enfants, il y a des choses très étranges. C'est les enfants peuvent entendre qu'ils sont épargnés. On a beaucoup entendu que la maladie liée au SARS-CoV-2 touchait moins les enfants faisaient des efforts moins graves. Donc les enfants, ils vont se dire, mais si nous, on est préservés, pourquoi sommes-nous obligés de vivre les mêmes contraintes que ceux qui sont concernés? Et c'est vrai qu'il a été fait un choix, qui est un choix politique, qui est un choix de société, qui a été de dire tout le monde à l'arrêt. Pour stopper la pandémie, mettre tout le monde à l'arrêt. Là où certains pays ont choisi à un moment donné de dire non, nous allons juste isoler les personnes les plus vulnérables. Mais il s'est avéré que cette mesure d'isolement des personnes les plus vulnérables, qu'a tenté l'Angleterre, qu'a tenté la Suède, qu'a tenté les États-Unis d'Amérique, ont globalement échoué dans leur capacité à limiter la propagation de la pandémie. C'est clair que demain sera probablement meilleur. Nous attendons tous, les premiers vaccins sont arrivés, les différents vaccins vont arriver dans les mois qui viennent jusqu'à fin 2021,
Et on a l'espérance que d'ici 6 mois, une grande majorité de la population sera vaccinée. Et il suffit que 50% à 60% des gens soient vaccinés pour que la vague pandémique immédiatement s'effondre. Nous aurons à continuer à vivre avec le virus, mais plus avec la même menace. Et comment sera le monde de demain? C'est un mystère. Je pense qu'il faudra garder les gestes barrières. Et ces gestes barrières, aujourd'hui, sont un handicap à la relation sociale. Dans le règne animal, particulièrement chez les mammifères, la mimique est le premier élément de communication qu'ont les individus entre eux. C'est par la lecture de la mimique qu'on connaît les intentions et le fond des pensées de l'autre. Et l'homme est un animal un peu singulier parce qu'il est le seul qui peut trafiquer sa mimique. C'est-à-dire avoir une mimique accueillante tout en ayant des idées malveillantes dans la tête. Mais dans le monde animal, un animal qui a peur, sa mimique dira tout de suite qu'il a peur. Un animal qui est en posture agressive, la mimique dira tout de suite qu'il est en posture agressive. Et donc, quelque part, dans les échanges sociaux, la première chose que nous avons besoin de faire, c'est de lire la mimique. Par rapport à ça, le masque l'empêche. Alors, on peut avoir les petits sourires des yeux, mais il n'y a aujourd'hui, que je sache, aucun moyen de remplacer un sourire. Voilà. D'où l'idée qu'il va probablement se développer des masques qui vont permettre de voir quand même la mimique et le visage. Et deuxième point, accepter aussi cet aménagement des règles barrières. Eh bien, par exemple, la distance que j'ai avec vous, il y a plus de 3 mètres, je ne risque pas de vous projeter du virus si j'en ai, et donc je n'ai pas mis de masque pour pouvoir vous parler. Et donc certes, nous ne pouvons plus nous voir de près, mais nous sommes suffisamment proches pour que vous puissiez, sur ma mimique, saisir l'empathie, l'attention, l'accueil, l'écoute dont je parle tant, et moi-même de voir sur les réponses mimiques que vous avez, si vous comprenez ou pas ce que j'essaye de dire, et le dialogue ne peut pas s'établir s'il n'y a pas la visibilité totale de la mimique. Quel est le premier réflexe d'une population vivante soumise à une menace? C'est le regroupement, c'est le rassemblement. Et donc, nous avons tous par instinct la tendance, le réflexe, à aller nous retrouver ensemble, nous regrouper, parce qu'on sait depuis la nuit des temps que c'est en nombre et regroupés les uns les autres, c'est en étant solidaires qu'on sera le mieux à même de se défendre face à une menace. Or, et c'est là la scélératesse de l'événement auquel nous sommes confrontés, il exige que nous fussions isolés, éloignés les uns des autres, à ne plus nous toucher, à ne plus nous embrasser, à ne plus nous rencontrer quand on est des familles séparées, enfin on ne peut plus voir les grands-parents, quand les enfants sont éloignés ou les petits-enfants on ne peut plus les voir, etc. Nous avons aussi dû, face à cette pandémie, contrarier ce réflexe archaïque que nous portons tous, qui est de nous resserrer pour faire face à la pandémie. Et ça, c'est assez difficile et je pense qu'il faut encore plus l'expliquer aux adolescents. Il y aura à continuer, par exemple, à ne pas se serrer la main, à s'embrasser le moins possible. Il faudra inventer d'autres gestes affectifs. Je vous en cite quelques-uns que j'ai entendus. Il y a fort fort, pour montrer le cœur, comme ça, voilà, fort fort, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime bien. Et je trouve que le geste est assez beau. Il faudra aussi trouver moyen de remettre le visage comme expression des mimiques affectives d'attention, d'amour. Et donc, très clairement, nous aurons beaucoup à vivre avec des écrans pour nous protéger, soit les écrans des tablettes quand on se communiquera, ou des écrans comme on les voit aujourd'hui dans les gares et dans la plupart des administrations. Parce qu'il faut voir le sourire. Moi, psychiatre, qui reçois régulièrement des gens, si on ne voit pas la moitié basse du visage, je ne peux pas rencontrer ces gens-là, et les gens qui m'écoutent ne peuvent pas percevoir de ma part ce que je peux leur apporter de thérapeutique si je me masque. Et donc, il y aura aussi à inventer comment garder le visage découvert tout en respectant les gestes barrières. Donc, si je dois résumer un peu ce que je vous dis là, c'est d'abord, je suis foncièrement optimiste quant à l'avenir. De toute façon, l'un de mes maîtres en psychiatrie, Henry Hay, disait cette phrase: l'optimisme et la raison se confondent. Ça veut dire que
si on n'a pas l'optimisme pour nous animer, la pensée et l'espérance s'effondrent. Nous avons besoin de nous projeter sur demain. Ce sera un demain qui sera transformé, nos habitudes sociales seront transformées, le monde que l'on verra aura subi des transformations, et il est évident qu'au terme de toutes ces transformations, le monde que nous trouverons, qui sera le monde que fabriqueront nos enfants, c'est-à-dire les enfants dont je parle aujourd'hui, ce sont ceux qui feront le monde dans 5 ans et dans 10 ans. Et bien c'est clair que ce monde, très probablement, sera amélioré par celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste, même si je sais qu'aujourd'hui, on doit travailler fort pour maintenir cet optimisme. Voilà mon message.